Le 22 décembre 2020, je montrais déjà en vidéo que le bilan de la crise Covid-19 du point de vue de la mortalité était trop faible pour justifier la moindre panique et certainement pas les mesures prises. Le 13 septembre 2021, je montrais en vidéo, grâce aux travaux que nous avons menés avec Steve Oana et Alexandra Oriancode, que la vaccination des jeunes en Israël s'est immédiatement accompagnée d'une forte hausse de mortalité. Nos travaux furent censurés. Dès le 22 mars 2022, j'ai tenté d'alerter en vidéo que les campagnes de vaccination partout en Europe ont été fréquemment accompagnées de hausses de mortalité sur toutes les tranches d'âge concernées. Nous savons depuis plus d'un an que les jeunes meurent trop. Ce mardi 6 juin 2023 va peut-être amorcer une brèche dans le mur de la doxa de la crise Covid-19, puisque même l'INSEE titre sur la surmortalité observée en 2022, même chez les jeunes. On ne peut plus accuser le Covid, il va falloir apporter des réponses. Le titre de la publication de l'INSEE, 53 800 décès de plus qu'attendu en 2022, une surmortalité plus élevée qu'en 2020 et 2021, annonce la couleur. On se demande alors si le modèle qui permet de calculer une surmortalité est pertinent, puisqu'on trouve de la surmortalité tout le temps, et à quoi est due la surmortalité de 2022. L'entrée en matière de l'article est encore plus surprenante. En 2022, les décès observés ont nettement dépassé ceux attendus en l'absence d'épidémie de Covid-19 ou d'autres événements inhabituels tels que des épisodes de grippe ou de forte chaleur, etc. Mais alors, est-on sûr que ce qui a été appelé décès du Covid-19 en 2020 était vraiment pertinent ou faut-il le remettre en question? Puisque visiblement, même quand on arrête de compter du Covid-19, il y a toujours autant de morts, même plus. Certaines de ces questions sont posées et d'autres soigneusement évitées par l'Institut. La recherche de la vérité semble se limiter à ce qu'on est capable d'admettre ou à ce qui ne vexe personne. L'INSEE nous informe que la surmortalité persiste. Autrement dit, le nombre de morts constatés est toujours bien plus élevé que le nombre attendu calculé par le modèle de l'INSEE. Il serait peut-être temps de se poser la question de savoir si le modèle est pertinent, modèle qui a fait pousser des cris d'orfraie en constatant une surmortalité en 2020. Voilà le graphique de l'Institut. La courbe bleue correspond aux décès observés et la courbe rouge aux décès attendus. On voit bien que les décès observés sont bien au-dessus de l'attendu depuis 3 ans. J'ai montré dans mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, un certain nombre de problèmes découlant du choix de ce modèle. Déjà, l'INSEE a testé plusieurs modèles, mais a choisi celui qui minimise les décès attendus, autrement dit, qui donne la plus grosse surmortalité possible pour 2020. C'est un choix inhabituel et qui n'est pas neutre. Il participe à augmenter la peur. Aujourd'hui, un autre problème se voit comme le nez au milieu de la figure. Normalement, pour faire un modèle, on prend une partie des données à notre disposition, puis on vérifie qu'il fonctionne sur d'autres données à disposition. Or, avec son calcul, l'INSEE a construit son modèle avec toute la période 2010-2019 et ne l'a pas vérifié ailleurs. L'Institut a directement annoncé que son modèle est forcément le meilleur et a conclu qu'il y a une surmortalité en 2020. Chacun peut voir que le modèle construit sur la tendance 2010-2019 ne s'est jamais vérifié depuis, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Autrement dit, il est faux tout le temps. Il serait peut-être temps d'avouer que toutes les conclusions tirées de ce modèle ont toujours été fausses et que ce sont les taux de mortalité entre 2016 et 2019 qui étaient exceptionnellement bas. Les hivers doux de ces années-là ont biaisé le résultat. 2020, 2021 et 2022 ont donc des mortalités plus hautes que des années de mortalité basse. On ne peut rien dire d'autre. La panique n'était pas justifiée, il n'y a jamais eu d'hécatombe, ni en France, ni nulle part. L'INSEE persiste dans l'idée de la surmortalité en 2020 en disant que les morts en trop de 2020 étaient dues à la maladie de Covid-19. On peut lire la surmortalité, soit l'excédent de décès observé par rapport à ceux attendus, a été plus forte en 2022, 8,7%, qu'en 2021, 6,9% et 2020, 7,8%. Pourtant, probablement grâce à la vaccination et à l'immunité collective, l'épidémie de Covid-19 a été moins meurtrière en 2022. Cette phrase n'a absolument rien à faire dans une étude de l'INSEE.
L'INSEE n'a aucun moyen de savoir de quoi sont décédés les Français. Ce sont Santé publique France et le CEPIDC qui publient des études à ce sujet. Or, les méthodes de collecte de données de Santé publique France et du CEPIDC ne sont pas du tout dans les standards de l'Institut. L'INSEE n'a pas la main sur la qualité des données et sur ce que l'on peut en dire. C'est donc une erreur de les considérer justes sans plus de recul. Cela les valide et c'est lourd de conséquences sur la psychose. Pourtant, l'INSEE nous donne toutes les armes pour comprendre que les données estampillées Covid-19 sont toutes absolument bidons. Elles ne sont pas le fruit d'un protocole de collecte fiable venant d'une enquête scientifiquement contrôlée, mais sont bien issues de données administratives. C'est donc de la bureaucratie et pas de la science. En mars-avril 2020, le nombre de décès estampillés Covid-19 que l'on voit dans les deux courbes bleues correspond à la surmortalité en rouge. L'INSEE n'a pas le droit d'en conclure que c'est le Covid-19 qui tue. Comme je le rappelle dans mon livre, sur cette période, les Français n'ont pas été soignés. En l'occurrence, toute personne qui était malade ne pouvait pas recevoir de traitement. En effet, un malade de Covid-19 est une personne qui peut avoir n'importe quel symptôme, toux, fièvre, maux de tête, perte de goût, d'odorat, frissons, douleurs musculaires, fatigue, nausées, vomissements ou même diarrhée. Tous les malades pouvaient donc être considérés Covid-19. Or, il était dit que le Covid-19 n'avait pas de traitement. Les malades de toutes les pathologies soupçonnées Covid-19 n'ont pas été soignés. On a d'ailleurs observé un effondrement de l'utilisation des médicaments, notamment des antibiotiques. Quand on ne soigne pas les gens, ils survivent moins bien. Parallèlement, la maladie était réputée non soignable et de nombreuses personnes âgées, sur simple soupçon de Covid-19, ont reçu une injection de médicaments palliatifs, notamment le Rivotril, en lieu et place du soin habituel. Or, quand on accompagne les plus âgés vers le décès, ils ont tendance à mourir un peu plus. Il est donc parfaitement normal d'observer une hausse de décès pendant une période où on ne soigne pas les personnes âgées et où on les accompagne vers le décès. Toutes ces personnes âgées ont été déclarées décédées du Covid-19, aussi bien auprès de Santé publique France, via la source civique, qu'auprès du CEPIDC, via les certificats de décès. Le non-soin pour les personnes âgées, malades et l'utilisation du Rivotril expliquent très bien aussi la surmortalité d'octobre 2020 attribuée au Covid-19. On rappelle que c'est exactement la période de la vaccination antigrippale qui donne exactement les mêmes symptômes de ce que l'on appelle Covid-19, réputé sans traitement et pour lequel on doit accompagner les personnes âgées vers le décès. Au creux de l'hiver, entre décembre 2020 et janvier 2021, ou entre janvier et février 2022, on voit bien que la mortalité estampillée Covid-19 en bleu n'a rien à voir avec la surmortalité en rouge. Il n'y a pas plus de décès que d'habitude sur la période, mais plein de décès sont attribués au Covid-19 quand même. Ce n'est pas logique et nous fait comprendre que tout est affaire d'enregistrement. Le site Scan Santé nous permet de connaître les pathologies des personnes hospitalisées ces dernières années. Les patients enregistrés comme Covid-19 à l'hôpital ont été placés dans le groupement homogène de malades, GHM, infection et inflammation respiratoire. On voit que le nombre de malades chaque année de cette pathologie est d'environ 50 000. Depuis l'arrivée de la codification Covid-19, le nombre de malades d'infection-inflammation respiratoire est passé à 266 000 en 2020 et 309 000 en 2021. C'est une explosion. Or, on remarque que, dans le même temps, le nombre de malades de toutes les autres pathologies respiratoires, que ce soit les infections ou même les problèmes chroniques, s'est effondré. Depuis le Covid-19, il y a bien moins de bronchite, d'asthme, de pneumonie, de pleurésie, de bronchopneumonie chronique, d'œdème pulmonaire, de maladies pulmonaires interstitielles, de bronchiolite, de tuberculose et de grippe. Finalement, ce qu'on appelle Covid-19, c'est un transfert de codage. Le Covid-19 correspond à toutes les maladies respiratoires habituelles qui ont juste changé de nom. C'est pour cela que les statistiques ne sont pas cohérentes, on a juste compté n'importe quoi. C'est donc normal que l'hiver, quand les Français sont malades comme d'habitude, on trouve plein de décès estampillés Covid-19, puisqu'on met dans la case Covid-19 tous les morts habituels, et ce sont les courbes bleues. Il n'y a donc pas plus de décès que d'habitude en hiver, la courbe rouge reste près de zéro. En revanche, depuis que presque tous les Français sont vaccinés, mais surtout que le pass sanitaire n'existe plus, on ne teste plus personne et on n'attribue presque plus de décès au Covid-19. La cassure se voit très clairement pile à la fin du pass sanitaire en mars 2023. Depuis ce moment, il meurt trop de Français, en rouge, mais on a cessé d'accuser arbitrairement le Covid-19, alors que c'était le non-soin, l'abandon,
tout particulièrement des plus âgés, qui les tuaient. L'article de l'INSEE dévoile que les Français meurent trop, tout particulièrement les jeunes. Sur ce graphique, on observe la surmortalité chaque année. Même si je remets en cause le niveau global de surmortalité, cela ne change pas le fait qu'il y a plus de décès en 2022 qu'en 2020, surtout chez les jeunes. L'année de la grande pandémie qui a ravagé l'humanité en 2020 a engendré une sous-mortalité chez les jeunes, comme on le voit avec les bâtons bleus. Cela valait vraiment le coup de paniquer. Mais depuis 2021, il y a trop de morts par rapport à ce qui est prévu, comme le matérialisent les bâtons jaunes. Le nombre de morts devient très élevé en 2022 en rose. Ainsi, tant que la pandémie ravageait l'humanité, les jeunes mouraient moins que d'habitude, alors que maintenant qu'ils sont vaccinés et que le virus a disparu, ils meurent bien plus. L'article ne regarde pas les dates de campagne de vaccination des jeunes afin de comprendre de quoi ils meurent. Pourtant, toutes ces données sont publiques, et j'ai d'ailleurs fait le travail et je les mets à disposition de tous. Si la surmortalité de 2021 n'est pas aussi forte que 2022, c'est notamment parce que la surmortalité ne démarre pas avant juillet. Il n'y a pas de surmortalité des jeunes avant le début de la vaccination anti-Covid-19. C'est bizarre. Sur ce graphique, je calcule le cumul des décès standardisés des 15-24 ans en France chaque année. J'ai découpé l'année du 1er juillet au 30 juin. La courbe verte va du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. On voit qu'on a alors enregistré une belle sous-mortalité. Depuis qu'on vaccine, la tendance a changé. La courbe bleue du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 est largement au-dessus. C'est une grosse rupture. La courbe orange, qui démarre depuis juillet 2022, suit la même tendance. Les jeunes meurent trop. On fait exactement le même constat pour les 25-49 ans. Ils meurent plus depuis qu'on les vaccine que pendant la prétendue pandémie. Si vous faites tourner mes programmes, vous trouverez les mêmes résultats pour l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne ou la Suisse. Vous trouverez également qu'on observe des hausses de mortalité pile pendant les campagnes de vaccination. Il serait temps de vérifier tout ça, non ? Enfin, l'article de l'INSEE s'étonne que, chez les femmes âgées de 15 à 34 ans, la surmortalité est particulièrement élevée en 2022, 16%, alors qu'elle était modérée en 2021, 3%. La surmortalité des hommes du même âge a également augmenté, 8% contre 3% en 2021. Je rappelle que la totalité des droits d'auteur de mon livre va directement à l'association Où est mon cycle, qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes de menstruation à la suite de leur vaccination anti-Covid-19. Or, l'INSEE montre tous les mois que la natalité s'est effondrée depuis la vaccination anti-Covid-19. De même, Christine McCoy a montré que la mortalité néonatale précoce a explosé pour les bébés nés en juin 2021, c'est-à-dire pile pendant la campagne de vaccination des femmes enceintes. 157 bébés nés en juin 2021 sont décédés dans les 6 jours après la naissance, contre les 111 attendus. La mortalité néonatale précoce arrive surtout quand les femmes accouchent prématurément. Si la vaccination a rendu malades des femmes enceintes, il est possible que certaines aient accouché prématurément, entraînant la perte du bébé. Finalement, grâce à cet article de l'INSEE, on apprend officiellement que le modèle de surmortalité n'a jamais été vérifié pendant 3 ans. Toutes les conclusions fondées sur ce modèle sont donc fausses. On apprend également que toute la mortalité estampillée Covid-19 n'a rien à voir avec la surmortalité. Tout ce qui a été écrit comme étant du décès Covid-19 est donc absolument du n'importe quoi. C'est de la bureaucratie et pas de la science. Et enfin, l'INSEE admet dorénavant que les jeunes meurent trop. Un peu trop en 2021 et beaucoup trop en 2022. La réalité est que les jeunes meurent beaucoup trop depuis le milieu de l'année 2021. Nous n'avons plus qu'à espérer que ce papier soit la première brèche qui fasse s'écrouler le discours de la peur et de la propagande qui empêche les victimes de parler. Le combat pour la vérité est très loin d'être fini.